Les podcasts du Figaro. Zola et le Figaro, c'est surtout l'histoire de Zola et du capitaine Dreyfus. Au moment où éclate l'affaire, en 1894, Émile Zola est connu pour ses romans. L'Assommoir, Au bonheur des dames, Germinal, La bête humaine, les célèbres tomes des Rougon-Macquart, sa saga culte qui retrace la vie d'une famille sous le Second Empire. Le dernier livre de cette série, Le Docteur Pascal, est publié en 1893, soit 1 an avant le début de l'affaire Dreyfus. Et ce que l'on sait peu, c'est qu'en s'engageant en faveur du capitaine Dreyfus, Zola renoue avec son premier amour, le journalisme. Avez-vous lu la critique du Figaro? L'affaire Dreyfus, c'est une histoire très compliquée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, Zola s'engage. Vous vous souvenez? Marcel! Monsieur, pourquoi jetez-vous le journal? Le Figaro qui prenait fait et cause pour la vérité et pour la justice. Il y a naturellement beaucoup de parenté entre le journaliste et l'écrivain. Je vois que tu ne lis pas les journaux. J'ai écrit un très bon article dans le Figaro. Puisque l'un, c'est l'actualité du temps qui passe, l'autre, c'est l'éternité du temps qui dure. Bonjour, je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors-série. À l'occasion du bicentenaire de la naissance du Figaro, nous revenons sur 3 personnages clés qui ont marqué de leur plume l'histoire du journal. Dans ce premier épisode, nous parlerons d'Émile Zola, de ses chroniques mondaines pour gagner un peu d'argent à ses articles accusateurs pour défendre le capitaine Dreyfus. Émile Zola reste un auteur emblématique du Figaro. Tout commence en 1862. Zola a 22 ans. Il vient de rater son bac et décide d'arrêter ses études. Il veut travailler tout de suite et réussit à se faire embaucher dans la librairie de Louis Hachette, qui a donné son nom à la célèbre maison d'édition. D'abord commis au service des expéditions, Zola gravit rapidement les échelons jusqu'à finir chef de la publicité. Dès 1863, Zola se met à écrire pour différents journaux. L'Événement, le Voltaire, le Sémaphore de Marseille, le Bien public, bref, tous les journaux qu'il accepte. Il est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un pigiste. Pour Zola, le journalisme est un bon moyen de s'entraîner à écrire et de se faire connaître. Au début, il écrit des critiques littéraires et artistiques, surtout sur la peinture. On dit de lui qu'il pratique un journalisme polémique. Il donne son avis et partage ses coups de cœur. Au fil des années, ces articles deviennent politiques, satiriques. Zola est profondément républicain et prend position contre le Second Empire. Ses idées s'affirment, comme son statut de romancier. En 1864, il publie son premier livre, Les Contes à Ninon. Mais c'est Thérèse Raquin, en 1867, qui assoit vraiment Zola comme écrivain. 4 ans plus tard, en 1871, il commence sa célèbre saga, Les Rougon-Macquart, avec le premier tome, La fortune des Rougon. Pendant presque 20 ans, Zola exerce parallèlement ces 2 activités, le journalisme et la littérature. Et parmi les journaux pour lesquels il travaille, il y a le Figaro. Oui, Zola, l'écrivain progressiste, a écrit pour un journal conservateur. On imagine Zola à jamais préoccupé par le naturalisme, la justice ou les questions sociales. Mais c'est oublier l'écrivain flâneur qui sait déambuler dans Paris. Il aime regarder la neige tomber ou écouter le chant des oiseaux. Il écrit alors qu'il est peu connu. Étienne de Montetti,
directeur du Figaro littéraire et auteur du livre Le Figaro, 200 ans de liberté. Il commence au Figaro en 1880 et ce sont des articles d'écrivains, des jolies chroniques sur la neige à Paris, sur des sujets presque bucoliques. Le Figaro a cette tradition depuis son origine de solliciter des écrivains, pas forcément pour des tribunes ou des engagements politiques ou esthétiques, mais aussi pour le plaisir de la lecture. Et Zola est un des collaborateurs du Figaro. Et ceux qui s'étonneraient de la présence de Zola dans les colonnes du Figaro doivent savoir que, par exemple, Jules Vallès, qui était très engagé à l'extrême gauche, écrit dans les années 1860 des articles sur la condition des mineurs, par exemple. Bref, pour le Figaro, les écrivains ont un droit de citer et les considérations politiques n'entrent pas en ligne de compte. Donc Zola, est, en qualité de plume parisienne, est le bienvenu au Figaro pendant plusieurs années. Mais en 1881, Zola arrête le journalisme. Et c'est dans le Figaro qu'il publie ses adieux à la presse. C'est désormais un écrivain à succès. Il vient de publier Nana, le 9e tome de sa série des Rougon-Macquart, et veut se consacrer pleinement à ses livres. Le journalisme, qui est pour lui avant tout un travail alimentaire, n'est plus nécessaire. Désormais, il vit de ses romans, entre son appartement parisien dans le quartier de l'Europe et sa nouvelle maison à Médan, à l'ouest de Paris. Une vie paisible, jusqu'à l'affaire Dreyfus. Tout commence en 1894. Une lettre anonyme est retrouvée dans une des poubelles de l'ambassade allemande en France. À l'intérieur, des documents français top secrets transmis à l'Allemagne, puissance ennemie depuis l'annexion de l'Alsace en 1870. Le gouvernement français panique. Qui est l'auteur de cette lettre, de ce bordereau ? Tous les regards se braquent sur le capitaine Alfred Dreyfus, à l'état-major. Il est alsacien, il parle donc allemand, et surtout, il est juif. C'est le coupable idéal. Dreyfus nie, mais finit par être condamné au bagne à perpétuité. En France, la société se déchire. D'un côté, les anti-Dreyfusards, persuadés de la culpabilité du capitaine, et de l'autre, les Dreyfusards, convaincus de son innocence. En 1896, un des chefs du renseignement français, le commandant Picard, démasque l'auteur du fameux bordereau. Il s'agit du commandant Ferdinand Esterhazy. L'état-major refuse pourtant de revenir sur son jugement. Mais l'information finit par fuiter. Et le Figaro est le seul journal influent à prendre fait et cause pour le capitaine Dreyfus. Le 30 octobre 1897, le Figaro publie en une les déclarations d'Auguste Scherer-Kestner, le vice-président du Sénat, convaincu de l'innocence de Dreyfus. Quand l'affaire Dreyfus a éclaté, au début, le Figaro s'est contenté de relater les choses, c'est-à-dire de relater les décisions de la justice militaire et de la justice. Le Figaro a un de ses collaborateurs qui s'appelle Bernard Lazare. C'est un homme un peu oublié, injustement, mais qui a joué un très grand rôle parce qu'il a été le premier défenseur de Dreyfus, avec Joseph Reynac. Et Bernard Lazare est collaborateur du Figaro. Il écrit des papiers. Il est le premier à avoir fait l'enquête sur le procès et il prend conscience très vite de l'injustice faite à Dreyfus. Et il va naturellement en parler à la direction du Figaro. Et les deux directeurs du Figaro sont convaincus par la plaidoirie de Lazare et décident d'engager le Figaro en faveur de la justice et donc en faveur de la réhabilitation en quelque sorte de Dreyfus, la révision du procès, etc. Tout ce chemin juridique et judiciaire qui va commencer. Et c'est une décision qui est admirable de la part des directeurs du Figaro parce qu'elle se fait contre son lectorat. À l'époque, le lectorat conservateur, favorable à l'armée, favorable à la justice, n'envisage pas qu'on désavoue l'armée et qu'on désavoue la justice. Au début, cette affaire n'intéresse pas particulièrement Zola. En tant qu'homme, il se dit ému par cette erreur judiciaire. En tant que romancier, il est exalté par l'idée d'utiliser cette scène affreuse dans un roman. Et c'est à peu près tout. Quand Bernard Lazare a convaincu la direction du Figaro qu'on allait vers une erreur judiciaire, là, les directeurs ont décidé d'aller chercher Émile Zola, dont il se souvenait puisqu'il avait collaboré quelques années plus tôt et qui venait de finir un roman.
Si le Figaro pense à Zola, c'est aussi parce que l'auteur des Rougon-Macquart a publié quelques mois plus tôt un texte très critique pour dénoncer l'ampleur de l'antisémitisme en France. Cet article avait pour titre « Pour les Juifs ». Mais Zola hésite à s'engager publiquement en faveur de Dreyfus. Il sait à quel point cette affaire déchire l'opinion. Trois rencontres permettent à Zola de se décider. La première, celle du journaliste Bernard Lazare, qui lui rend visite plusieurs fois pour le convaincre de l'innocence de Dreyfus. La deuxième, celle d'un avocat, Maître Leblois, qui lui donne toutes les preuves qu'il a en sa possession. Et enfin, celle du vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner. C'est le 14 novembre 1897 qu'Émile Zola publie un premier article dans Le Figaro. Il s'appelle « Monsieur Scheurer-Kestner », en défense des prises de position du vice-président du Sénat. En conclusion, cette phrase devenue célèbre, « La vérité est en marche et rien ne l'arrêtera ». Le 1er décembre, un deuxième article, Le Syndicat, dénonce l'antisémitisme et le mythe de l'existence d'un syndicat juif qui contrôlerait la France, notamment la presse. 5 jours plus tard, un autre. Dans Procès-verbal, Zola critique la presse populaire qui jette de l'huile sur le feu, mais aussi la presse de référence qui, elle, se tait. Zola dénonce les politiques, les ministres qui savent la vérité mais ne font rien, les députés qui craignent de déplaire à leurs électeurs. Zola est plus que jamais déterminé. Mais dans ce troisième article, l'écrivain annonce la fin de sa campagne en faveur de Dreyfus. Pour 2 raisons. La première, Zola sent que le Figaro va plier face au mécontentement de ses abonnés. Deuxièmement, il craint de fatiguer les lecteurs avec cette affaire qui devient pour tous un cauchemar. Zola voit juste. Des étudiants commencent à manifester devant le Figaro, en scandant « Conspuez le Figaro, conspuez Scherer, conspuez Zola, conspuez ». Le Figaro subit aussi un déferlement de désabonnements. Certains parlent de 8000 désabonnements en quelques semaines, quand le journal lui-même en annonce seulement 58. Mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 80 000 exemplaires en 1895, le Figaro tombe à 40 000 en 1898, soit la moitié en 3 ans. Le 18 décembre 1897, le Figaro stoppe son offensive dreyfusarde. Le patron de l'époque déclare s'engager désormais à une neutralité scrupuleuse. Et puis à un moment donné, la situation économique du journal était telle que les directeurs ont été obligés de prendre une décision et alors ils ont tranché par un jugement, une sorte d'entre-deux. Ils ont demandé à Zola de quitter le Figaro, de ne plus faire ses tribunes dans le Figaro. Et ils ont poursuivi, je dirais de manière plus discrète, avec des collaborateurs de moindre prestige, leur défense de Dreyfus. Zola, lui, continue le combat, mais sans le Figaro. Le 13 janvier 1898, c'est dans le journal L'Aurore qu'il publie son célèbre article « J'accuse ». Le capitaine Dreyfus ne sera libéré qu'1 an et demi plus tard. L'engagement de Zola dans l'affaire Dreyfus ne sera pas sans conséquences. Si ces articles, et surtout « J'accuse », ont permis de relancer l'affaire, il sera poursuivi pour diffamation et exilé à Londres. Il rentrera en France fauché et la cible d'insultes quotidiennes. Du Zola journaliste, on a surtout retenu son engagement en faveur du capitaine Dreyfus. Mais l'on peut aussi garder en mémoire les beaux et grands personnages de journalistes dans ses romans, journalistes qui parfois travaillent au Figaro. Zola, avec les Rougon-Macquart, a essayé de faire une fresque de toute la société française, du mineur au banquier. Et effectivement, parmi ces personnages, il y a le journaliste. Dans Nana, c'est le Figaro qui a l'honneur de créer Nana en faisant un portrait absolument ébloui, et puis aussi de précipiter sa perte. Ça montre que les journalistes étaient aussi un peu sujets à des influences, c'est-à-dire quand les intérêts du journaliste étaient de célébrer le génie de cette jeune femme à la scène, on le faisait, puis quand il s'agissait de la ternir, on faisait des articles très méchants, et c'est ce qui survient à Nana. Ça montre la naissance d'un personnage, qui est le journaliste, qu'on trouvera aussi dans Bel Ami de Maupassant, c'est-à-dire un homme qui est un peu nouveau venu dans la société, qui peut faire et défaire les réputations,
et pas forcément selon l'idée qu'on se fait de la justice et de la vérité, mais un peu aussi en fonction de ses intérêts. Bel-Ami en est la caricature, et les journalistes de Zola jouent ce rôle d'être des agents d'intérêts divers et variés. J'ajoute que c'est une époque où le Figaro véritablement prend son essor grâce à Villemessant en 1860, et puis pendant toute la Belle Époque devient un journal très très important. Et l'idée qu'il rentre en littérature grâce à Nana, et puis après il sera aussi dans la recherche, il sera dans les romans de Paul Morand. Ça montre que et le Figaro et ses journalistes jouent un rôle dans la société. C'est l'hommage que le roman rend aux journalistes en quelque sorte. Merci d'avoir écouté ce podcast sur Émile Zola et le Figaro, produit à l'occasion du bicentenaire du Figaro. Cet épisode a été écrit par Salomé Boulet, avec la participation d'Étienne de Montetti. Il a été réalisé par Astrid Landon. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Louis Chabin. Le Figaro hors série 1826-2026, Le Figaro traverse les siècles, est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.